Luc, Ludovic, bonjour, bienvenue. Nicolas, comment ça va Nicolas? Bien, ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur comment développer une culture d'intelligence collective pour accompagner les transformations. On va attendre encore quelques secondes. Juste me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous me voyez? Parfait, ok, super. Donc, les éléments techniques, étant vérifiés, parce que c'est toujours, parfois compliqué, on va attendre que tout le monde se connecte. Alors bonjour, à Christine, tiens, comment ça va Christine? Aurélie, Alardi, de rien, de rien Nicolas. Alardi, Aurélie, bienvenue, bienvenue. Alors, pendant que tout le monde se connecte, je vais vous demander une chose. Parce que dans les webinaires, moi, j'aime énormément l'interaction. Malheureusement, l'outil ne permet pas de vous donner la parole. Par contre, je vais m'appuyer et je vais tâcher de vous répondre au meilleur, et au mieux de ce que je peux par rapport à ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire. Donc, avant qu'on démarre et je vais agrémenter mon sujet de vos situations. Donc dans un message, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre quel est votre secteur et votre métier. Alors, bien dans un message, parce que sinon, si à chaque fois vous rentrez, vous faites entrer, bah, du coup, les messages vont se superposer, je ne vais pas tout comprendre. Donc, je vais vous demander votre secteur, votre métier, en fait, dans quel business vous êtes, l'obstacle numéro un que vous avez aujourd'hui en matière de collectif et également quel est votre degré d'urgence. Voilà, de façon à ce que je puisse m'appuyer sur vos points. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver aussi, Eric, Ludivine. Bon, il y a pas mal de gens que je connais, c'est bien. Donc, dans un message, me dire quel est votre business, donc votre secteur, votre métier, dans quel niveau hiérarchique vous êtes, votre obstacle numéro un en collectif. Donc, si vous voulez mettre en place de l'intelligence collective, quel problème numéro un vous rencontrez de manière très opérationnelle, soyez exhaustif. Et aussi, est-ce que c'est une priorité pour vous? Sous quel délai vous travaillez? C'est-à-dire, en gros, quel est votre degré d'urgence à régler cette problématique? Je vous laisse, me mettre ça dans le chat, donc à droite, de façon à ce que je puisse rebondir dessus. Donc je vous laisse, donc dans un message, c'est important, dans un message, me mettre donc ces éléments et puis je verrai si, c'est, suffisamment exhaustif pour moi et je vous poserai des questions, vous pourrez me répondre, plus tard. Alors aujourd'hui, c'est donc un webinaire dont le thème c'est, comment développer une culture d'intelligence collective pour accompagner les transformations, mais c'est dans le cadre d'un certain nombre de masterclass, donc au nombre de 6 ou 8, je ne sais plus. J'en fais une par mois. Il y en a eu une le mois dernier. Il y en aura une le mois prochain. Je n'ai pas encore la date, mais si vous avez été invité à celle-ci, vous aurez, vous aurez l'information pour la prochaine. C'est début juillet, je ne sais pas exactement quelle date. Et puis, on va voir donc les étapes pour instaurer une culture d'intelligence collective, voir comment éventuellement vous pouvez la mettre en œuvre à partir des études de cas que je vous présenterai. Et puis, donc l'occasion pour moi d'échanger. Donc je vous rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, je vois qu'il y en a quelques-uns. Donc, l'idée, c'est dans un message, me donner votre secteur et votre métier, dans quel business vous êtes, votre obstacle numéro un en intelligence collective que vous rencontrez, et puis si c'est urgent ou pas. OK, super. Donc je vois que, on commence à voir donc, finance, accompagner des entrepreneurs dans leur levée de fonds, recherche de financement. OK. Alors, maintenir le dévouement des collaborateurs dans le temps et éviter un turnover trop important. OK, c'est clair. C'est important, mais c'est pas urgent. OK. Juste, peut-être Nicolas me dire, toi à ton niveau, quel est, ton degré d'autonomie là-dedans? Voilà. Est-ce que tu subis ou est-ce que tu as les moyens?
en fait, parce que du coup, ma réponse sera peut-être pas la même en fonction de ton niveau hiérarchique. Est-ce que c'est toi qui recrutes ou pas? Est-ce que c'est toi qui manages ou pas? Est-ce que tu es collègue de ces personnes-là? Ensuite, Eric, management des organisations avec contexte de changement. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses me dire, un peu plus, parce que là, j'en sais pas assez. Est-ce que tu es facilitateur? Est-ce que tu es manager? Est-ce que tu accompagnes en interne? Est-ce que tu es un prestataire, qui est, en externe? Contexte de changement, lequel? Parce que c'est très large. Voilà, si tu peux me préciser ça. Fédérer le plus rapidement possible les équipes, OK. Alardi, donc entraîneur de basketball, cadre fédéral, OK, ça tombe bien, je te proposerai des études de cas dans le sport. Gestion de la divergence des objectifs collectifs et individuels. OK, super. Est-ce que tu peux me dire, voilà, c'est quoi le problème en fait qu'il y a entre le collectif et l'individuel? Est-ce que c'est, finalement des intérêts personnels qui pensent avant le collectif? Si tu peux me préciser ça. Donc, Eric, tu es consultant opérationnel, OK, donc externe, très bien. Je vous laisse continuer à me faire part de vos expériences. Je suis en charge du recrutement, du management aussi, mais je dépends tout de même des directions du conseil d'administration. OK, très bien. Très bien Nicolas. Voilà, je vous laisse, Séverine, bon bienvenue. Je vous laisse continuer donc à marquer dans un message, sur, le chat qui est à droite, votre secteur, votre métier, l'obstacle numéro un en collectif et voilà, en fin de démo, je ferai donc le tour, de vos questions et puis je pourrai y répondre si toutefois je n'aurais pas répondu à travers la présentation. Tac, je regarde ce que j'ai d'autre. OK, voilà, donc ouais, si, Alardi, tu peux me préciser un peu les conflits, s'il y a des conflits, jusqu'où ça va, pour que je puisse, donc t'aiguiller. Bien, voilà, si vous voyez, alors directeur des systèmes d'information, OK, très bien. Secteur automobile, change leader, fusion des 2 entreprises, OK. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus et je vous demanderai des précisions au fur et à mesure. Merci en tout cas pour votre contribution et de votre partage. Je pourrai, donc m'appuyer dessus. Il y a des études de cas d'entreprise, il y a des études de cas de sport. Les intérêts personnels peuvent être en conflit avec la réalisation des objectifs collectifs. OK, très bien. Secteur automobile, changer de leader, fusion de 2 entreprises, créer un nouveau collectif de personnes. Alors Séverine, OK. Avant concurrente, très bien, bah, ça tu vas voir dans la première partie de la présentation pour aller plus loin. Est-ce que tu peux me dire, éventuellement, est-ce qu'il y a des obstacles à cette fusion? Est-ce que tu constates, certaines choses qui se passent au sein de cette entreprise? En coulisses, en off, par exemple, tu vois? Ça, ce sont des bonnes informations à savoir. Ludovic, directeur des systèmes d'information, accompagner les directions métiers dans leur transformation. OK. Organisation en silo et divergence d'objectifs. Tu n'es pas dans l'urgence. OK. Hem, qu'est-ce qui se passe en fait, justement dans les directions des métiers dans leur transformation? Ludovic, si tu peux me préciser ça? Donc dans l'accompagnement que tu mets en œuvre, voilà, quelles sont les problématiques que tu rencontres? Qu'est-ce que tu constates? Organisation en silo et dans les divergences d'objectifs aussi, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça m'aiderait à être, plus précis. Séverine, non pas forcément, mais aligner tout le monde sur une culture commune en devenant numéro un. OK, super. Super Séverine. Merci pour la précision. OK, je vous laisse continuer et je déroule. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était un webinaire dans le cadre de masterclass et ce que je vous propose aussi, c'est que, vous voyez que bon, je vais faire le maximum, mais le chat, c'est quand même, insuffisant pour avoir un dialogue
Si le sujet vous intéresse et que vous trouvez que je peux être la bonne personne pour échanger avec vous, évidemment, je vous invite donc à prendre un rendez-vous. Donc ici, vous avez un clic pour prendre rendez-vous. Dans les 15 jours, voilà, j'ai de la disponibilité. L'idée, ce serait donc d'échanger, puisque si vous venez voir un webinaire sur comment instaurer une intelligence collective, une culture d'intelligence collective, c'est que le sujet vous intéresse. Moi, je serais ravi d'en parler avec vous au cours d'un entretien. On pourra évoquer donc votre cas particulier, voir les possibilités et puis les résultats potentiels. Donc, quand vous cliquez, vous arrivez sur mon agenda, vous prenez un créneau, c'est mon agenda où j'ai des disponibilités, vous voyez avec les vôtres et c'est le moyen le plus facile pour échanger ensemble de manière plus précise que sur ce webinaire. Alors, euh, je suis Johan Duclos, je suis formé depuis 1998. Je me forme à toutes les disciplines qui passent devant mon nez. J'ai commencé avec l'énéagramme, avec le coaching, la PNL, l'analyse transactionnelle. Bref, vous pouvez voir mon pédigré sur le net. Je pense avoir tout fait comme formation, jusqu'aux neurosciences, la psychopathologie, l'appreciative inquiry aussi, c'est un courant, l'approche systémique évidemment, pour les systèmes. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la légitimité pour vous parler. Je suis entrepreneur en parallèle depuis 2000. J'ai quasiment été toujours à mon compte, donc dans différents secteurs, que ce soit la presse, la restauration, les services, et donc évidemment le coaching qui fait partie des services, la communication. Et je suis aussi coach et fondateur de Haut Débit depuis 2006, que je vais vous présenter juste après, puisque c'est étiqueté Haut Débit. J'ai à mon actif à peu près 1000 accompagnements individuels et collectifs, une cinquantaine de missions en intelligence collective, que ce soit dans le domaine privé ou dans le sport, et dont une mission qui a été médiatisée et dont, pour les inscrits, je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez me dire si vous souhaitez que je vous envoie une étude de cas. C'est un petit documentaire qui dure une trentaine de minutes, justement sur une équipe de sport amateur qui a eu donc une épopée en Coupe de France, donc de football. Donc si le sujet vous plaît, mais même si ça ne vous plaît pas, le football, c'est parfaitement transposable à l'entreprise. Et donc, vous pourrez voir concrètement, de manière hyper précise, à travers cette étude de cas, des témoignages de l'entraîneur, des témoignages des personnes qui ont vu cette équipe évoluer et donc gravir les échelons et puis faire des exploits, qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui était en place. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils arrivent par leurs témoignages et ce qu'ils constatent à révéler ce que nous avons mis en œuvre. Donc c'est pour ça que ça a été, c'est un documentaire qui est vraiment passionnant parce qu'en plus, j'ai les films des coulisses, on a les films des médias et on a les témoignages des protagonistes et notamment de l'entraîneur. Donc c'est un sujet complet pour voir comment on met en place vraiment une intelligence collective à travers un cas concret. Même si c'est du sport, c'est parfaitement transposable à l'entreprise. Haut Débit, c'est quoi? Haut Débit, c'est un cabinet qui a été créé en 2006 de coaching. Voilà, j'ai commencé comme ça. Au fur et à mesure, j'ai constaté qu'on pouvait collaborer, on pouvait agir donc dans un collectif et que c'était intéressant, que ça apportait de très bons résultats. J'ai décidé de transformer ce cabinet en une organisation collective, une communauté de coachs. Donc aujourd'hui, une vingtaine de coachs labellisés, une dizaine en parcours de labellisation, donc avec des critères bien précis pour être labellisés, mais avec une mission, et on en reparlera tout à l'heure, qui est de garantir une qualité de prestation transformationnelle par des professionnels de l'accompagnement qui sont labellisés Haut Débit et qui ont satisfait les critères de ce label. Donc, c'est vrai qu'on cherche effectivement à aller vers de la qualité. On cherche à faire en sorte que tous les coachs qui soient dans le réseau de Haut Débit eh bien, aient un certain niveau pour garantir cette mission auprès de nos clients. Voilà, donc en fait, on forme des coachs en parallèle, on recrute aussi des coachs, on les met à niveau si besoin, évidemment, pour justement coopérer, collaborer et faire en sorte donc d'être le plus présent possible dans toutes
les secteurs possibles, puisque chaque coach a une spécificité et une expertise dans un domaine précis. Et c'est ce qui fait qu'on peut aujourd'hui travailler avec l'éducation nationale, avec des entreprises de belle taille, donc PME de plus de 500 personnes, 100 à 500, 500 à 1000. On a travaillé aussi avec la police. Enfin bref, on a travaillé avec des institutions sociales. Voilà, on ne travaille pas que dans le privé. Bien sûr, le sport, voilà, du fait de cette envergure. Voilà. Donc je vous remercie pour continuer à me faire part de vos messages dans le chat. Si vous arrivez, l'idée c'est de me dire, donc je répète juste rapidement, quel est votre secteur, votre métier, votre sac en collectif et quel est votre degré d'urgence pour que je puisse y répondre à la fin de manière précise. Voilà, je me suis présenté au début, du coup, les étapes ou plutôt les grandes étapes parce que évidemment, ce sont des grandes conditions. On est plutôt en macro dans ce que je vais vous dire. Les grands thèmes, je pourrais faire un webinaire pour chaque sujet, mais j'ai pas le temps et donc du coup, voilà pourquoi il y a plusieurs masterclass. C'est pour rentrer dans les détails, sur, chaque sujet. Mais, donc il y a 3 points, 3 pour moi, 3 grandes étapes et on parle très peu du premier que je vais vous présenter, donc la culture en intelligence collective, parce que si vous vous intéressez à l'intelligence collective, en général, ce qu'on parle sur Internet, ce que vous voyez, c'est quoi l'intelligence collective? Eh bien, c'est la capacité d'un groupe de personnes qui travaillent en coopération à résoudre des problèmes complexes ou à effectuer des tâches complexes. Voilà, donc on est vraiment centré sur l'intelligence humaine, ce qui nous différencie des animaux sociaux et pourtant, nous sommes des animaux sociaux et dans tous mes webinaires, j'insiste bien parce que je me suis, largement documenté sur la sociobiologie et on a quand même quelques points communs avec justement, les animaux sociaux que nous sommes. Donc en fait, transposé à l'humain, ça donne quoi? Ça donne que c'est quoi la culture? Alors quand on parle d'instaurer une culture d'intelligence collective, eh bien l'idée c'est déjà de commencer par la sienne de culture. À savoir, à travers l'identité, à travers les valeurs, à travers des codes, à travers des pratiques, à travers des règles et ça, souvent, c'est galvaudé parce que, toute entreprise sait que pour communiquer, il faut donc donner des valeurs, il faut donc afficher des valeurs, mais souvent, elles ont été travaillées par le service com ou par un service marketing ou pour des prestataires qui se soucient de l'image que l'entreprise va donner à l'extérieur. Et souvent, il y a un gap entre ce qu'on montre et ce que l'on est vraiment. Il y a vraiment un écart et ce qui fait qu'en interne, on ne va pas vraiment se reconnaître avec ces valeurs, ce qui fait que c'est galvaudé, c'est parfois obsolète et parfois ça ne nous représente même pas et ce qui fait qu'il y a une grande confusion dans l'identité. Si on reprend le règne animal, en clair, et là on va en arriver justement à la diversité et c'est vrai qu'il faut être honnête, lorsqu'il y a une trop grande diversité, eh bien c'est beaucoup plus difficile de ramener à un esprit et une identité commune. Parce que, par exemple, les abeilles, en clair, elles ne travaillent pas avec les fourmis. Elles travaillent entre elles. Donc, il y a une organisation interne et là, ça fait appel à des principes génétiques, à des principes de parentèle, donc comme on appelle ça en sociobiologie, c'est-à-dire que on va développer un certain altruisme à partir du moment où il y a un lien de parentalité. On le voit, nous-mêmes, davantage, nous allons davantage nous sacrifier notre vie, par exemple, pour un parent proche que plutôt un parent lointain. Et dans le règne animal, c'est pareil, c'est-à-dire que des fourmis ou des abeilles vont pouvoir sacrifier leur vie au profit de la reine, mais pas au profit, si je suis une abeille, pas au profit des fourmis. Donc en fait, il y a, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'identité d'une équipe, d'un groupe est fondamentale à créer parce que tant qu'on n'a pas la conscience de qui nous sommes, ensemble, de ce qui nous définit, de ce qui nous caractérise, de ce qui fait que nous sommes là en commun, puisqu'on est d'accord que souvent dans des groupes, eh bien, on est
comment dire, on se réunit, mais on vient pas forcément de la même famille. Et même quand on est dans la même famille, il y a des problèmes parce que justement, en gros, on est sur une notion de survie, on n'y échappe pas, même si nous sommes plus complexes. Quand même, à la base, il y a la notion de survie et de succès et d'échec, c'est-à-dire assurer la survie ou arriver à assurer la survie. Et donc ça, c'est très grégaire, mais on y fait partie. Et donc, quand on parle de culture, quand on parle d'identité, quand on parle de valeur, on est en train de parler de ça. Et ça, souvent, c'est complètement oublié, ou c'est fait de manière équivoque, ou c'est monté par un service marketing et on ne va pas se reconnaître en interne. Donc, à travers des valeurs, donc les valeurs, on peut les tirer de l'histoire, par exemple, de l'entreprise ou du club de sport. On peut le tirer du territoire. On peut le tirer de tas de choses. En fait, on peut le tirer aussi, bien sûr, des personnes qui composent les groupes, ce qui pourrait amener l'identité à évoluer, ce qui va définir donc après des codes, des coutumes, des façons de pratiquer et des règles de conduite. Voilà, qui vont après amener à une organisation, des rôles, etc. Mais là, on se centre déjà sur la culture. Donc, exemple de sport, par exemple. Dans le hand, regardez comment on a identifié les différentes équipes de France au fil des années. On avait en 95 l'équipe des Barjots. Donc pourquoi? Parce que c'était une équipe qui avait un socle commun et pour les avoir côtoyés, donc pour, avoir travaillé avec, certains d'entre eux, je peux vous le confirmer. On était chez des personnes qui étaient, heu, avec une forte personnalité. Le conflit était leur quotidien. D'ailleurs, le conflit fait partie de l'intelligence collective. C'est un indicateur pour voir comment, en fait, peut-être ce qui manque, on va en reparler. Et donc, en fait, si les journalistes les ont appelés les barjots, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à l'intérieur, en fait, ils vivaient une forme de cohésion qui était basée sur la provocation, sur l'entraide et la coopération, mais c'était quand même assez viril et assez confrontant. Voilà. Et ça, en fait, on le voit lors de leur finale où finalement, ils sont dans la provoque et finale des championnats du monde, ils se colorent tous la tête pour finalement gagner avec la manière et la provoque. Ensuite, on a eu les costauds. Les costauds, c'est 2001, c'est une autre équipe, c'est autre chose. C'est plutôt des jeunes qui sont là, qui héritent de ce qui s'est passé avant. Et puis après, on a les experts. Donc encore une autre identité, parce que c'est encore autre chose. Ce sont ces jeunes, pour la plupart, qui sont devenus... euh, les costauds, c'était parce que ils n'avaient pas forcément un grand talent. Par contre, ils donnaient tout sur le terrain en héritage. Et puis, ils ont commencé à développer une expertise et ils sont devenus des experts et on connaît donc l'histoire qui s'est passée. J'avais aussi, donc, il y a quelques années, un restaurant qui s'appelait Pizza Pépone. Pépone, donc pour les pizzas, vous imaginez, c'est sûr que c'était pas la lumière bleue, ok. Le restaurant s'appelait pas la lumière bleue pour des pizzas, c'est bizarre. Et donc le fait qu'on s'appelle Pizza Pépone, que je sois originaire de Marseille, si vous connaissez l'histoire de Pépone, donc Camino, etc., il y avait une forte identité et on a connu des années extraordinaires dans ce restaurant, jusqu'à pousser l'ancienneté moyenne jusqu'à 3 ans, parce que les gens se reconnaissaient et qui vivaient quelque chose. Les personnes au sein de cet établissement voulaient porter les habits. C'est-à-dire qu'en général, je ne sais pas si dans votre société, si vous avez envie de porter les vêtements ou la marque donc du groupe que vous représentez, nous, c'était le cas. Presque, enfin, en tout cas, ils désiraient prendre notre camion de fonction pour aller faire leurs courses, etc., pour montrer qu'ils étaient Pépone. Ils s'habillaient en Pépone, etc. Et pourquoi? Parce que c'était une famille, c'était quelque chose de proche où on partageait des valeurs que l'on mettait en œuvre à chaque service. Et ces valeurs, ce n'est pas moi qui les ai mis en œuvre. C'est pas moi qui les ai inventés, parce que c'est ça aussi le problème, on en reparlera sur le leadership. On les a découverts et on les a mis à jour tous ensemble. À travers de réunions, donc, parce qu'évidemment, la participation du personnel, enfin des personnes, des collaborateurs est indispensable pour faire l'intelligence collective. Ils ont participé, ils ont contribué et ce sont eux qui ont sorti les valeurs. Ce sont eux qui ont aussi
créer la vision dont on va reparler juste après. Il y avait une identité forte à travers des coutumes. Donc, par exemple, tous les matins, c'était se retrouver une demi-heure avant le service pour prendre le déjeuner ensemble. C'était, par exemple, faire une réunion après chaque service pour débriefer. C'était, par exemple, après ça s'est transformé, on fait le débriefing avec le repas et il y avait une cohésion au sein de ce restaurant qui était hors norme au point que effectivement ça se voyait et qu'on n'avait pas de problème à trouver des extras quand il en manquait un. Donc, voilà, l'idée, c'est de travailler sur ces valeurs, sur ces codes, sur ces pratiques, de façon à ce que chaque personne se reconnaisse un minimum, je dis bien un minimum, là-dedans. Évidemment que si une personne aspire à autre chose que ce qui est véhiculé par le groupe ou que ce qui est véhiculé par le groupe n'est pas mis en valeur et n'est pas une valeur ajoutée, alors il y a peu de chances pour que la culture de l'entreprise prenne. Ok. C'est pas grave si l'entreprise, comment dire, ou l'équipe commence à se créer. Il n'y a pas besoin d'avoir une histoire, justement, en fait. Au contraire, on va commencer à mettre tous les ingrédients. S'il y a une équipe qui commence à se créer, on va commencer à mettre les ingrédients de ce que l'on est et de ce que donc là, je pense à une entreprise en gestion patrimoniale, voilà, qui a fédéré plusieurs entités, donc plusieurs indépendants, et qui les a regroupés. Et à ce regroupement, ils ont créé donc une marque qui est, voilà, je ne sais pas si je peux vous la donner, je n'ai pas l'autorisation, mais une marque qui représente ce qu'ils sont une fois réunis. Et ils ont défini aussi des valeurs parce qu'il fallait bien que chaque cabinet indépendant qui a sa propre identité se retrouve au sein donc d'une culture commune avec une vision commune. C'est donc de ça dont on va parler maintenant. Parce que après la deuxième étape, alors déjà, dites-moi si, avant que je passe à la deuxième étape, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Est-ce que vous comprenez déjà le principe? Je ne dis pas que c'est facile à faire. C'est pour ça que peut-être, il faudra aller plus loin. Alors comment, peut-être, OK, c'est clair, merci. Comment mettre en place ça? C'est en fait, finalement, une participation, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est là où on va tirer la quintessence de l'intelligence collective. Mais souvent, on rentre dans l'intelligence collective pour régler un problème. Mais si, et en fait, si vous êtes dirigeant, c'est supra important de savoir qui vous êtes et du coup de le projet, de savoir où vous allez parce que ça permet de cadrer. Parce que si vous faites de l'intelligence collective sans avoir déjà donné conscience aux personnes de qui ils sont et où ils vont, bah, évidemment, ça peut partir dans tous les sens, y compris dans des travers et des intérêts personnels. Parce que ça, malheureusement, y compris dans le règne animal, ça existe. Ok. Vous pouvez toujours avoir, par exemple, dans la communauté des loups, un loup qui veut prendre la place du chef. Parce que peut-être que, alors, dans sa tête de loup, hein, on va dire, il pense qu'il y a peut-être une meilleure stratégie pour assurer la survie du groupe, parce que ce sera toujours ça, ok. Ce sera toujours assurer la survie du groupe, parce que les loups peuvent se sacrifier aussi pour le groupe. Eh bien, chez nous, c'est pareil, ok. Mais peut-être quelquefois à des profits personnels. Donc, je vais rentrer en conflit parce que je pense que l'autre prend trop de place, ou parce que je pense qu'il ne fait pas suffisamment, ou parce que je ne m'identifie pas assez à ce qui est voulu, ou parce que ce vers quoi on va n'est pas clair, ou parce que on ne m'a pas respecté, etc., etc. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles une personne peut jouer la carte perso. Donc le deuxième point aussi super important, c'est le projet. Donc en d'autres termes, le rêve, la vision, la raison d'être, la mission, l'ambition et les objectifs. Ça aussi, trop souvent, ça passe sous le prisme de la communication, du marketing. Si vous avez travaillé pareil avec des agences,
ou un service. Donc les valeurs, c'est important et puis dire quelle est notre mission. Évidemment qu'on ne va pas, vis-à-vis de l'extérieur, être, heu, tenté, de donner la véritable ambition qui est plutôt intrinsèque, qui est plutôt sous forme de récompense. Donc en gros, c'est une motivation qui est extrinsèque. Donc, qu'est-ce que je voudrais gagner? Évidemment qu'on ne va pas le dire. Et donc en fait, tout ça, souvent, c'est mélangé et c'est pas hiérarchisé et du coup, ça ne donne pas une vision claire. Je me rappelle, une société, aussi que j'ai accompagnée, donc qui me pose un problème. Donc en tout cas, qui me pose son problème, c'est que, il y a un problème de décision collective. Ils sont 25 à décider, donc sous forme d'AGP, sous forme de vote et leur problème, c'est que, en clair, les décisions, sont, en fait, il y a jamais trop de monde qui sont, pour ou contre. En fait, il y a toujours des avis contraires. Il y a toujours quelqu'un qui a un avis inversé, ou contraire ou à contresens. Et donc ils n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord et ils sentent bien qu'il y a un problème, dans la tout le mode opératoire décisionnel. Et donc, en fait, je demande, parce que quand j'interviens dans une entreprise, on fait toujours un diagnostic sur l'identité, la vision et l'organisation, la communication. Et donc, je demande, OK, quelle est votre vision? Elle me dit: «Ah non, c'est clair, hein, en fait, on l'a déjà défini». Donc, en gros, il a un problème, mais il n'y a rien qui justifie dans ce que je propose le problème qui justifie le problème, voilà. Non, on ne voit pas. Donc je demande une immersion et je vais à l'un de leurs, lors de l'un de leurs séminaires. Lors de ce séminaire, je demande la première chose, c'est que demandez quelle est la vision à tous vos associés. Pas un seul, pas un seul, alors qu'il avait fait à l'AGP d'avant, pas un seul a pu, reformuler la vision. Donc en fait, quand, vous avez, une vision qui n'est pas connue, où les gens n'adhèrent pas, ou qui est, peut-être trop complexe, ou vous ne savez pas où vous allez, résultat, les personnes ne vous suivent pas. Voire même, vous allez avoir du mal à mettre en place des relais qui vont être, les témoins et les ambassadeurs de ce que vous voulez mettre en place. Et encore une fois, souvent le problème, la vision, elle est, établie par le chef d'entreprise. Et là, donc j'aimerais vous dire une petite chose. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous développez votre projet, c'est vous qui êtes visionnaire. Donc c'est normal au début de l'implanter dans les têtes de tout le monde puisqu'il faut que tout le monde ait conscience de ce que vous venez faire, premièrement. Donc ça, c'est à peu près normal au départ. Deuxièmement, ce qui va être compliqué ensuite, c'est d'arriver à lâcher cette vision parce qu'elle peut se modifier en fonction du terrain. Et donc là, on ne va pas vouloir lâcher sa vision parce qu'il y a un modèle économique, il y a une rentabilité qui est peut-être basée là-dessus. Et donc, derrière, on ne veut pas la lâcher et on ne va pas être à l'écoute et on ne va pas entendre les retours qui nous sont faits. Et donc, du coup, le groupe ne va pas s'approprier et va pas incarner la vision ou ne va pas forcément être d'accord avec vous sur la continuité de la vision que vous avez initiée. Ça, c'est la deuxième chose. La 3e chose sur, la vision, c'est que, heu, en fait, en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, il faut impliquer les gens. Il faut impliquer les gens dans cette vision. Il faut faire la distinction entre le rêve, la vision, la raison d'être, la mission. Donc, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est tout est permis, tout est possible et c'est pas grave si c'est utopique ou complètement naïf. C'est ça qui donne du sens, OK? Si pas vous Je sais pas si vous connaissez la célèbre expression, ou la célèbre, métaphore de la personne, qui est dans le BTP qui creuse un trou. Vous demandez, à cette personne qui creuse un trou, qu'est-ce qu'il fait? S'il vous répond: «Bah, je creuse un trou», il y aura un problème à un moment donné. Mais si celui à qui vous demandez, qui creuse un trou, vous dit: «Bah, je suis en train de construire une cathédrale», là, vous pouvez dire que,
OK, la vision est passée et forcément, c'est beaucoup plus motivant à long terme de poursuivre quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'idéologie, quelque chose de l'impossible parce que ça va motiver. Donc c'est ça le rêve. Ensuite, la vision, c'est un mélange de la mission et de l'ambition. C'est, ce qui doit être un peu plus formel, et qui doit dire qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir qui nous dépasse. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, pourquoi on fait tout ça? Parce que quand on est chef d'entreprise, ou enfin d'un petit groupe ou d'une PME, peu importe, souvent en fait, la vision, c'est quoi? C'est la rentabilité, c'est le chiffre d'affaires. D'ailleurs, les objectifs sont essentiellement centrés sur des objectifs, chiffrés, rarement ou alors d'évolution personnelle, donc sur les hard skills ou sur les soft skills, sur du chiffre d'affaires, sur, des KPI, sur des indicateurs commerciaux et cetera et cetera. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en clair, tout le monde a compris son métier. Enfin, quand on vient faire un job, on sait que en contrepartie de son salaire, on doit faire ce job. Ok. Mais ça suffit pas, ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans quel que soit le secteur, vous avez une activité, mais ça, c'est OK. C'est, je dirais, la base. Si vous ne mettez pas un grain de plus dans ce que nous voulons vivre ensemble, au-delà de l'activité, au-delà du métier, de la rentabilité, bien sûr, économique, on est d'accord, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble? Qu'est-ce que, en fait, cette activité-là, elle sert à quoi? Et donc là, on va toucher la vision et la raison d'être. La raison d'être, c'est ce qui va plutôt être dans notre écosystème et dans notre société, en quoi on va contribuer. La vision, c'est en quoi on va être utile dans cet écosystème. OK? Et qui nous dépasse un peu. Donc c'est à un degré différent. Ensuite, vous avez la mission. La mission, c'est concrètement, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça se rapproche davantage, effectivement, de ce que nous faisons. L'ambition, c'est plutôt qu'est-ce que nous voulons avoir, qu'est-ce que nous voulons obtenir, et bien sûr, les objectifs pour tendre vers cette mission, vers cette vision, puisque la vision, le rêve, c'est du très très long terme. Ok. La mission, c'est du moyen terme, et l'ambition, c'est ce que nous voulons acquérir, qui doivent se transformer en objectif. Et ça, tant que c'est pas clair, tant que les gens ne savent pas pourquoi en fait ils viennent travailler, et effectivement le fait de venir travailler pour une activité, pour un poste, pour un rôle ne suffit pas à motiver des gens et à faire en sorte qu'ils soient conscients de ce pourquoi ils rament avec vous dans le bateau. Ok. Donc voilà, très important, le cap, la direction à tenir, il faut que ce soit partagé par tout le monde. Et donc là, effectivement, à titre d'exemple, vous pouvez prendre par exemple dans le sport, l'équipe de France 1998, ou l'équipe de France de rugby actuelle. Bien sûr que, ils voulaient gagner la coupe du monde, OK? Donc ça, c'était l'ambition. L'ambition, c'était gagner la coupe du monde. L'équipe de France de rugby 2023, c'était gagner la coupe du monde. Mais ça va au-delà. Si vous écoutez dans le sport, ce qui se dit dans le rugby, c'est au-delà de gagner une coupe du monde. C'est quoi la vision? La vision, c'est de enfin, qu'une équipe de France de rugby, soit valorisée, soit reconnue, que le rugby français soit reconnu, que l'Ovalie soit, soit à la hauteur. En tout cas, c'est mettre finalement cette équipe, ce sport, à la hauteur des autres sports français, de faire vivre aussi et de récompenser les spectateurs, les passionnés de rugby à ce niveau-là aussi. Et ça va jusque dans les sociétés, puisqu'on voit des anciens rugbymen qui commencent aussi à œuvrer à travers leur prisme, à travers leur histoire. Je pense par exemple à une association que j'adore, Colosse au pied d'argile. C'est un ancien rugbyman qui dit ben voilà, en fait, on n'ose pas dire qu'on a été agressé sexuellement, etc. Et dans l'Ovalie, ben, y compris chez ces mecs qui sont hyper costauds, eh ben, ça existe aussi, c'est pas que chez les femmes. Et donc voilà, vous commencez à avoir des tas de petites entreprises qui commencent à se regrouper. Et donc au sein de la fédération de rugby, je vous raconte pas. Enfin, il y a des mots, il y a des valeurs en fait qui incarnent et ce que cette équipe. Il y a aussi
comment dire? Une façon d'aller et d'y arriver en impliquant, par exemple, des amateurs, qui sont ou qui touchent tout juste au professionnalisme, de les fédérer en équipe de France. Donc en gros, c'est tout un écosystème, c'est toute, une lignée qui commence à opérer dans un but donc de briller et de mettre le rugby au plus haut niveau de son sport, mais de tous les sports français et aussi d'avoir une reconnaissance internationale par rapport aux valeurs que véhicule le sport. Donc, et pareil pour l'équipe de France 1998, je suis plus de cette génération que de la précédente, de 2018, mais c'est pareil, c'est que bien sûr qu'il y avait l'ambition de gagner, mais la vision était un peu la même. D'ailleurs, le fait de reprendre le même maillot, vous voyez, sur l'aspect identité, ils ont repris en 1998 le même maillot que 1984, quand la France a eu un titre de champion d'Europe, pour justement faire le lien entre cette génération qui n'a pas été récompensée de la Coupe du Monde et celle-là. C'était en France, donc il y avait des tas de choses qui poussaient et qui donnent donc davantage de matière à être motivé et à se donner et à s'engager et à se responsabiliser. Donc ça aussi, pareil, tant que dans vos entreprises, ce n'est pas présent, ce sera compliqué. Je suis en train de vous donner les bases, hein. Je ne dis pas que c'est simple, encore une fois. Est-ce que ça, pour vous, c'est clair aussi? Est-ce que vous avez compris à quel point c'était important? Ok, super. Donc tu disais, Eric, effectivement, partager la vision est importante et là, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit n'importe quelle vision, effectivement. C'est est-ce que je partage finalement? Est-ce qu'un bout de moi est là-dedans? Et vous savez, en approche systémique, on parle du dénominateur commun. Donc c'est-à-dire, en gros, est-ce que, je reconnais une part de moi dans ce dénominateur commun? Ensuite, donc, heu, 3 point, la participation. Donc là, c'est pareil, un autre point très important, vous ne pouvez pas mettre en place une culture d'intelligence collective sans participation. En même temps, s'il n'y a pas ces 2 précédents points, il y aura pas de la participation ne sera pas à son apogée. Et là, je vais, hop, je suis perdu dans les slides, voilà. Donc quand on parle de participation, on parle de quoi? On parle de leadership, on parle de sondage, on parle d'attente, on parle, d'enseignement, tirer des enseignements et on parle d'autonomie. Je vais prendre en exemple, sur, donc une clinique, Fabrice Julien, qui est directeur général de la clinique de Bonneveine à Marseille. Cette clinique fait partie du groupe Avec et en 2011, le groupe, alors il s'appelait pas comme ça, mais il a changé de nom, a repris cette clinique qui était qui menaçait d'être fermée. Et Fabrice Julien a pris la direction. Et il a immédiatement démarré sous l'angle, je vais développer cette clinique sous le sens et le bien-être. On est d'accord que c'est une clinique qui apporte des soins, mais lui, il vient apporter un complément sur, en plus bien sûr de notre activité concrète, on va mettre en place du sens et du bien-être pour les patients, mais aussi pour les collaborateurs, pour les professionnels de santé qui œuvrent là. Et au fur et à mesure des années, donc il a mis en place des valeurs, il a mis en place cette vision, donc il a fallu se mettre d'accord ensemble. Il n'était pas seul porteur du projet sur qu'est-ce que c'est que le sens, qu'est-ce que c'est que le bien-être. Et il a mis en place des ateliers de co-développement. C'est-à-dire qu'en gros, là, il y avait des réponses auxquelles il n'avait pas et qu'il a construit. Sauf que il n'a pas utilisé les ateliers de co-développement pour dire, tiens, comment on pourrait techniquement faire mieux ci ou mieux ça, ou peut-être améliorer les soins, etc. Au départ, c'était des ateliers donc, de co-développement et après des ateliers de pratique sur qui nous sommes en tant que clinique. Qu'est-ce que nous faisons de différent? Quelle est notre valeur ajoutée? Heu,
qu'est-ce que vous voulez vivre quand on parle de bien-être? C'est quoi concrètement le bien-être? Et donc de ces premiers codev, ont ont été, érigées des règles de fonctionnement, de pratiques, de conduite, de comportement, qui ont été mis en place par le personnel, soignant au départ. Et ce qui fait que, on a maintenant des médecins qui, participent, par exemple, au recrutement. Cette clinique est complète. On a des personnes de toute la région PACA qui veulent être dans cette clinique tellement le bien-être y règne. Et où on a en fait il n'y a pas d'annonce de recrutement. Ce sont les médecins, qui, font, de la cooptation sur le personnel à recruter, et la clinique est toujours complète. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que, heu, par exemple, à titre d'exemple, ce qu'ils ont mis en place après, techniquement, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le footballeur Christophe Pignol qui a été victime, d'une leucémie aiguë, et qui a dû, arrêter sa carrière, à 30 ans, et donc qui a été soigné donc dans cette clinique et qui s'en est sorti, et aujourd'hui, Christophe a créé un diplôme universitaire d'onco-coaching, et il œuvre dans cette clinique, pour donc apporter, son soutien aux patients qui sont victimes, de cancer. Et donc ça, vous voyez, ça c'est, ça fait partie, vous voyez, l'identité, le sens, qui est présent, la vision de ce qu'ils veulent mettre en place pour cette clinique se retranscrit concrètement en action. Pareil, donc ils ont une unité, de soins et donc de suivi des malades de Parkinson. Par exemple, tous les intervenants, qui donc aident les patients, ne sont pas que des professionnels de santé. Vous avez un coach sportif, vous avez, un chaman, vous avez dans une clinique, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, et donc en fait, il y a des ateliers qui sont animés, et les personnes qui, vont beaucoup mieux et qui sont, en tout cas qui arrivent à gérer cette maladie, reviennent même s'ils sont sortis de la prescription. Tellement, en fait, ils apprécient. Voilà. Donc, pour vous dire que, voilà, c'est un exemple d'organisation qui a été mis en place. Donc, évidemment, ça nécessite que le leadership, donc la dirigeance ou que la gouvernance soit, ou que le manager de l'unité, parce que dans des grands groupes, on peut très bien faire ça, sur des unités ou dans des services de PME. Il faut évidemment que le manager soit sensibilisé, soit éduqué et veuille mettre en place tout ça. Ça nécessite aussi de sonder, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que, d'aller chercher l'information auprès des personnes qui sont sur le terrain. Bien sûr qu'on ne va pas laisser la stratégie, à ces personnes-là, puisque, par contre, le mode opératoire de la stratégie, souvent, c'est la hiérarchie qui la donne, et souvent, il y a un décalage, avec, la façon d'opérer. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas vraiment parce que on pense, quand on est, dans le management, donc quand on est un non productif et que notre boulot, c'est de réfléchir à la stratégie, à la gestion de projet, au suivi, et cetera, on pense que c'est notre taf. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le métier doit changer, et justement d'aller chercher les forces en présence, les ressources, et faire en sorte qu'on puisse remonter ça pour aller de l'avant. Les attentes aussi, c'est important de les mesurer. Les attentes, pour mesurer ces attentes, c'est de dire quels sont les écarts au fur et à mesure qu'on avance ensemble qui se créent. Donc, est-ce que par rapport à, l'objectif qu'on poursuit, par rapport à ce qu'on est, on peut être à un moment donné déviant, c'est normal. On est tous différents, donc on voit tous des choses différentes. Et quand on parle de réunion, c'est bien pour se réunir. C'est pour donc revenir à des points communs. Et donc pour ça, il faut mesurer les attentes. Les enseignements aussi à tirer. C'est important aussi de dire, OK, c'est pas grave de se planter, on a le droit à l'erreur. C'est pas grave qu'il y ait un conflit, mais justement, ce sont des marqueurs qui disent que peut-être on n'a pas le vent dans la voile, et que peut-être on n'est pas, dans la bonne direction, et qu'il faut peut-être revenir. Et ça, à un moment donné, le leadership doit avoir cette conscience. Et enfin, l'autonomie. Parce que si je suis sans arrêt contrôlé,
eh bien, en fait, quelque part, je suis comme, un jeu vidéo. C'est-à-dire que, en fait, si mon manager n'appuie pas sur la touche, je bouge pas, je fais pas et donc du coup, il y a du désengagement, de la déresponsabilisation bien sûr qu'évidemment, l'idée, c'est pas de les quand on parle d'autonomie, c'est pas laisser faire les gens, hein. C'est, comme ils veulent, je veux dire. C'est pas ça. C'est laisser une certaine liberté d'action par rapport à un cadre qui est déterminé par l'intelligence collective dans le sens qui est souhaité par le groupe. C'est ça que ça veut dire, l'autonomie. Voilà et donc voilà en termes de participation, ce qu'il faut mettre en place. Bien sûr, ça laisse place après à l'organisation. Je vous ai dit, je ne peux pas tout traiter, mais voilà, avec, des études de cas pour vous dire, concrètement, les actions doivent refléter les valeurs et doivent aller dans le sens et doivent être à chaque fois des petits pas qui nous amènent vers ce que nous voulons accomplir. Et c'est ça qui fera que vous générerez dans vos groupes, dans vos entreprises, de comment dire? Heu de l'accomplissement, voilà ce que je voulais dire et que effectivement vous aurez du bien-être en entreprise. C'est pas effectivement en mettant qu'un baby-foot, en mettant qu'une cafétéria et cetera. C'est aussi psychique, c'est aussi moral qui fait que, on a intérêt à mettre ça. Effectivement, Eric, tu parles d'interdépendance, c'est exactement ça. Le la dernière étape du concept de l'autonomie, c'est être interdépendant, c'est-à-dire avoir conscience que j'ai besoin de toi, que toi tu as besoin de moi, et que finalement on va échanger une information, un matériel, une info, une ressource, une compétence et qui fait que va émerger de cette alliance, hem, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, une qualité émergente, OK? C'est-à-dire que de l'union de nos 2 forces naît quelque chose que tout seul, j'aurais pas pu faire émerger et c'est ça l'intelligence collective, OK? C'est de faire émerger d'un groupe, donc c'est le fameux 1+1 = 3. C'est-à-dire que nos alliances, nos 2 idées, nos 2 compétences font émerger que quelque chose que tout seul, on n'aurait pas pu faire émerger. C'est ça, finalement, qu'on arrive, voilà et pour ça, pour arriver à ça, pour faciliter, cette qualité émergente, parce que l'idée, c'est ça, hein, au final, c'est d'arriver effectivement à gérer des tâches complexes, à continuer, mais à continuer à travailler ensemble, à, résoudre peut-être des problèmes, à élaborer des projets complexes et cetera, effectivement. Mais si on n'a pas la conscience de ce qu'on vient faire ensemble et de qui nous sommes, ce sera compliqué d'aboutir ou d'avoir, une grande qualité émergente. Voilà. J'ai terminé, donc je vous rappelle que, là, il me reste 10 minutes. Je vais donc reprendre tous vos sujets. J'espère que c'est clair pour vous. Dites-moi dans le chat si c'est clair pour vous. Je vais donc, répondre, et vous pouvez prendre rendez-vous si j'ai pas l'occasion de répondre, de manière exhaustive ou si, peut-être vous voulez continuer à échanger avec moi. Alors je reprends, déjà Nicolas, maintenir le dévouement des collaborateurs dans le temps et éviter un turnover trop important. OK, alors je t'ai demandé peut-être de préciser. Je ne sais pas si déjà ce que j'ai dit, t'a permis, de répondre. Donc ce que j'ai lu après, c'est que tu étais manager et que tu étais responsable du recrutement. Peut-être me dire, aussi à quel niveau se situe, le manque d'engagement, voilà, auprès de tes collaborateurs, dans la durée. Il n'y a pas que l'argent, voilà. Il n'y a pas que l'activité, il y a aussi ce qui se joue dans les interactions entre les personnes. Ça peut être une piste pour toi. Effectivement, si tu sais, ça peut être plus dur de quitter une famille, heu, que des amis, effectivement. Donc quand il y a une attache. Donc en gros, il faut peut-être, à ton niveau, travailler le sentiment d'appartenance. Voilà. Si les personnes donc par exemple sur le onboarding, quand les personnes rentrent, ben, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Est-ce que c'est exclusivement technique ou est-ce qu'il y a autre chose qui est en place? C'est déjà une première piste, que tu peux regarder pour, faire en sorte que déjà, est-ce que vous cultivez ce sentiment d'appartenance
au sein donc de ton entreprise. Eric, fédérer le plus rapidement possible les équipes, management des organisations, tu es consultant opérationnel, accompagner alors ça c'était Eric, je ne sais pas si tu m'as mis autre chose Eric? OK. Alors attends, il faut que je me retrouve, maintenir le dévouement des collaborateurs dans alors ça c'était Nicolas. Eric, fédérer le plus rapidement possible les équipes, OK. Dis-moi Eric si dans ce que j'ai développé, tu as eu des réponses. Pareil, management donc tu es, consultant opérationnel, donc OK, donc tu es externe, c'est ça que tu m'as dit. Hem, je vois pas d'autres infos. Dis-moi Eric si ça t'a donné des pistes, ou si tu veux que je précise, tu peux aussi prendre un rendez-vous, pour qu'on puisse échanger sans aucun problème. Ludovic, directeur des systèmes d'information, accompagner direction des métiers dans leur transmission, organisation en silo. OK, je me remémore. Ensuite, tu m'as dit quoi? Tu m'as rien dit d'autre. OK. Les directions métiers dans leur transformation. Alors, là, peut-être que pour toi, Ludovic, c'est un peu plus spécifique. Ce que je comprends, c'est que mais je peux me planter, hein, parce que j'ai pas trop d'informations, mais ce que je comprends, c'est que, et c'est vrai qu'en ce moment, on subit des changements, des variations et des rotations à 180°, et effectivement, ça demande à rechallenger les acquis. Voilà, ça demande peut-être, à revisiter, des habitudes et cetera. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si, en fait, heu, de la manière dont c'est présenté, c'est subi, contraint, forcé, imposé, quand tu es dans des acquis, c'est compliqué. Donc là, il y a pas 36 solutions. Soit tu fais des changements de niveau 2 en approche systémique, qui font que tu te retrouves devant un non-choix dans le changement, où c'est pas possible de faire autrement. Donc exemple, heu, une pandémie, tu vois? Où ben voilà, là, ça met tout le monde d'équerre, heu, tout le monde au diapason. Il faut faire ça et personne ne discute, voilà. Donc il y a différentes possibilités à des niveaux inférieurs pour que ça se fasse, voilà. Et effectivement, il faut que ce soit très impactant, que ce soit très menaçant et il faut que la menace soit externe pour que faire accepter un changement, voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est de dire: «OK, on en est là, aujourd'hui le marché nous amène là, on doit développer nos modes de fonctionnement» et de redéfinir à ce moment-là une identité et une vision et surtout une vision. C'est-à-dire en gros, tous ces changements, pourquoi faire? Dans quel but? Dans quelle direction? De façon à développer de l'autonomie, de développer de la motivation. Hem, j'ai une petite gomme qui se promène, je ne sais pas qui c'est. Voilà ce que je te conseille Ludovic, d'après ce que je comprends. Si par contre, là tu parles de divergence d'objectifs, OK. Donc, une technique aussi, c'est de revenir en arrière, de revenir au plus petit dénominateur commun. C'est normal quand on avance dans un groupe d'avoir des divisions. Des divergences de perception et de point de vue. Donc, quand on commence à avoir des écarts trop importants, il faut revenir à ce qui était commun et recoopérer, recollaborer sur les nouveaux objectifs qui donneraient un peu moins d'écart par rapport aux perceptions divergentes que l'on peut avoir. Donc, c'est revenir au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire qu'au départ, on a forcément un point d'accord, on a forcément un point de départ où tout le monde est d'accord, ou un point dans les étapes ou dans la vie de l'entreprise où tout le monde est d'accord. Si on commence à s'écarter, eh bien, il faut revenir à ce point d'accord pour dire, OK, quelle est la troisième voie? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que
on arrive à des conflits parce que chacun veut avoir raison par rapport à sa façon de penser. Chacun a sa science. Vous savez, quand l'équipe de France de football perd, il y a 60 millions de sélectionneurs. Peut-être pas 60 parce qu'il n'y a pas que des passionnés, mais il y a 40 millions de sélectionneurs. Quand elle gagne, tout le monde est d'accord. Donc en fait, souvent, c'est revenir au point d'accord pour imaginer une voie commune qui n'est pas celle qui n'est pas celle de l'équipe A ou celle de l'équipe B. Voilà. Et il y en a toujours des troisièmes voies, toujours. Séverine, secteur automobile, change leader, fusion, ouais, tu m'as dit, j'avais vu ça. Séverine, aligner tout le monde sur la même culture commune, ben là, tu vois, là, par contre, il n'y a pas d'autre choix que de réunir tout le monde et de tenir compte des deux cultures. C'est une fusion, d'accord? Donc on n'occulte pas. Le problème dans les fusions et les acquisitions, c'est qu'en général, on absorbe et ceux qui viennent de là n'existent plus. Donc quelque part, s'ils sont, comment dire, imprégnés de la culture de la société qui est absorbée et qu'on occulte tout ce qui était présent avant, ben c'est une part d'eux que tu enlèves. Donc forcément, il y a des dissensions. Et un des préceptes de l'approche systémique, c'est que tout ce que tu essaies de masquer ressort à un moment donné. Donc en gros, dans les fusions et les acquisitions, l'idée, c'est de fusionner pas que les ressources, pas que les moyens matériels, mais aussi ce qui est un peu plus abstrait et de tenir compte de ce que l'entreprise qui a été absorbée était. Voilà. Bien sûr, le leader va y faire beaucoup. Alors, on a Alardi, les intérêts personnels peuvent être en conflit avec la réalisation des objectifs collectifs. Donc là, on est peut-être plutôt dans la gestion comment dire, la gestion humaine. OK? Donc là, c'est toi en tant que leader de l'équipe qui va faire que, alors je peux comprendre dans le sport, il y en a qui jouent pas, qui sont pas contents. Donc en fait, il faut te dire, voilà, une astuce que je peux te dire en tant que manager, c'est tout comportement a une signification. Donc, OK, il te fait peut-être chier parce qu'il joue pas. Il t'emmerde peut-être parce que il n'est pas aligné dans la culture, mais il est en train de te dire quelque chose. Et ça, il faut savoir faire le pas de côté ou le pas de recul en tant que manager pour le prendre dans cette intention et pas comme il me fait chier. Donc en gros, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'une personne te dit quand elle ne joue pas et qu'elle fait la gueule et qu'elle pense qu'à elle et que du coup, elle n'est pas en phase avec tout le monde? Elle te dit qu'elle est motivée. Elle te dit que, elle a envie et ça, cette motivation, il ne faut pas la couper, il faut la prendre en compte. Après, est-ce qu'il peut jouer? Est-ce que techniquement il est bon, pas bon? J'en sais rien, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire que, il va falloir expliquer, il va falloir, gérer ça, mais il ne faut pas couper non plus la motivation que pourrait avoir cette personne parce que regarde comme ça se passe moi ça me heurte à un point inimaginable, c'est qu'ils savent tous très bien, les entraîneurs par exemple de foot, qu'ils finiront pas la saison avec le 11 titulaire. Ils les font jamais jouer, ils leur expliquent pas pourquoi ils jouent pas, ils les ignorent, ils sont complètement indifférents et ils voudraient après, quand ils ont besoin du joueur, que le mec il donne tout ce qu'il a parce qu'il est professionnel et que s'il veut gagner sa place, ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, je suis atterré quand je vois des entraîneurs dire: «Il est professionnel, il doit savoir pourquoi il ne joue pas», sans explication. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que c'est dans le champ de ce que tu attendais. Merci Nicolas, merci. Nous sommes une petite équipe, donc c'est difficile de mettre en place des valeurs communes, vision, avec des changements réguliers de 4 ou 5 personnes. Peut-être justement que ça permettrait, de ne pas changer. Au contraire, hein, quand on est 4 ou 5, c'est un peu plus facile. Maintenant, si c'est des petits contrats justement, qui se font, dans le basket par exemple, hein, dans le basket, vous avez, voilà, tu es dans le basket, les contrats sont souvent sur du très court terme. J'ai accompagné déjà des équipes de basket sur la cohésion. Bien, en fait, il n'y a pas le choix que de la personne qui rentre dans le groupe,
en tout cas, soient éduqués aux valeurs de l'équipe et quelque part, il y ait tout un process qui amène, le gars qui rentre ou qui sort. Donc c'est processus d'inclusion qu'on appelle, processus de sortie de groupe, entrée, sortie de groupe. Il doit y avoir des process pour dire: «Quand je rentre dans ce groupe, voilà les règles, voilà les coutumes, voilà les valeurs. Quand je sors de ce groupe, c'est remercier, tout ça, tout ce qui a été vécu et pour être libre de partir ailleurs». Alors OK, alors dit, merci, 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 merci. Mmh, très bien, je pense qu'on a terminé, je vous laisse, ouais, je dois quitter parce que je dois laisser la salle à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite un bon appétit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y aura un replay donc pour ceux qui sont inscrits, je vous enverrai, le lien, mais ce sera sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai été utile. Je vous dis à très bientôt.